Allez, c'est parti. On va plonger dans une histoire absolument fascinante. Comment, en l'espace de 3 décennies, des batailles dans les bureaux et les tribunaux ont pu aboutir à une confrontation armée qui a secoué tout le Canada. C'est vraiment un récit de résistance, de politique et de droits fondamentaux. Et oui, c'est la grande question qui est au cœur de tout ça. Parce que la crise d'Ocadie, elle n'est pas sortie de nulle part, loin de là. C'est vraiment le point d'orgue, l'explosion finale d'une histoire longue et super complexe. Et pour la comprendre, il faut qu'on remonte le temps, une vingtaine d'années en arrière. Bon, alors allons-y. Tout commence, ou en tout cas tout s'accélère, en 1969. Cette année-là, une politique gouvernementale va, sans vraiment le vouloir, allumer la mèche qui va faire naître un mouvement politique autochtone moderne, unifié comme jamais auparavant. Alors, le gouvernement de Pierre Elliott Trudeau dépose ce qu'on a appelé le Livre blanc. L'idée derrière, la philosophie, c'était le libéralisme pur et dur. Si on traite tout le monde exactement de la même façon, eh bien les inégalités vont disparaître. Le plan, c'était donc de tout raser. Plus de statut spécial et surtout la fin de la très controversée loi sur les Indiens qui contrôlait leur vie depuis un siècle. Sauf que, voilà comment la proposition a été reçue dans les communautés autochtones. Pour elles, ce n'était pas du tout une question d'égalité. C'était perçu comme une menace existentielle, une attaque directe contre leur identité, leurs droits, leurs traités. Ce document, qui a été rédigé sans aucune consultation réelle, a provoqué un rejet massif et il est devenu le catalyseur d'une mobilisation sans précédent. Ce rejet total du livre blanc, ça a forcé un changement de stratégie radical. Les peuples autochtones ont compris qu'ils devaient se doter de nouveaux outils, de nouvelles armes pour se battre, pas seulement sur la scène politique, mais aussi, et c'est crucial, devant les tribunaux. C'est le début d'une toute nouvelle ère. Et le premier grand test de cette nouvelle approche, c'est l'affaire Calder, en 1973. C'est la nation Nisga'a qui porte ça devant les tribunaux. Alors sur le papier, techniquement, ils perdent. Mais en réalité, le résultat, c'est une victoire sismique. Pourquoi ? Parce que pour la toute première fois, des juges de la plus haute cour du pays reconnaissent que le concept de titre autochtone, donc le droit ancestral sur les terres, est une réalité juridique au Canada. Et c'est ça le point le plus important à retenir, l'impact à long terme. Même si les Nisga'a n'ont pas obtenu gain de cause ce jour-là, la décision Calder a planté une graine. Elle a fourni la base juridique, la fondation sur laquelle toutes les futures revendications territoriales et négociations sur les droits allaient pouvoir se construire. Une immense lueur d'espoir. Juste une petite parenthèse pour être sûr qu'on parle de la même chose. Une revendication territoriale, qu'est-ce que c'est ? En gros, c'est l'outil juridique et politique pour tenter de réparer ce qui est vu comme une injustice historique, la dépossession des terres. Et avec cet élan, les années 70 voient une véritable explosion de l'organisation politique. Des centaines de nations, souvent très différentes les unes des autres, commencent à se regrouper, à se coordonner pour parler d'une seule voix face au gouvernement. C'est à ce moment-là que naissent des organisations qui vont devenir des acteurs incontournables, comme la future Assemblée des Premières Nations. On avance dans le temps, on arrive dans les années 80, et là, le combat change complètement d'échelle. On ne se bat plus seulement contre des politiques spécifiques, non. La lutte se déplace vers le document le plus fondamental du pays, la Constitution elle-même. Et cette décennie, c'est un peu les montagnes russes. D'abord, au moment de rapatrier la Constitution, les droits autochtones sont tout simplement oubliés, laissés de côté. Il faut des protestations massives pour qu'on les réintègre, avec le fameux article 35 qui reconnaît les droits existants. Un mot très ambigu. Et puis, quelques années plus tard, rebolote, avec l'accord du lac Meech, ils sont de nouveau ignorés. C'est vraiment un cycle épuisant d'exclusion, puis d'inclusion arrachée de haute lutte. Et c'est là qu'on assiste à un moment d'anthologie, qui montre le nouveau pouvoir politique autochtone. L'accord du lac Meech, il devait être approuvé par toutes les provinces, à l'unanimité. Au Manitoba, un seul homme, le député Cree Elijah Harper, va utiliser les règles de l'Assemblée pour bloquer le vote. Avec une plume d'aigle à la main, son simple mot « non », répété encore et encore, a suffi à faire capoter tout l'accord. Un geste d'une puissance symbolique incroyable. Après cet échec, on tente un nouvel accord, celui de Charlottetown. Mais cette fois, une grosse différence. Les leaders autochtones sont à la table des négociations. Et ils obtiennent une reconnaissance majeure, le principe d'un droit inhérent à l'autonomie gouvernementale. Inhérent, ça veut dire que ce droit n'est pas accordé par l'État. Il a toujours existé. Finalement, l'accord sera rejeté par la population canadienne, mais ce principe, lui, est maintenant sur la place publique. Et on arrive au point culminant. Après 20 ans de victoires symboliques, mais de frustration sur le terrain, avec peu de changements concrets, la patience est à bout. Les voies politiques et juridiques semblaient épuisées. Le décor est planté pour une confrontation directe.
L'étincelle qui va mettre le feu aux poudres, ça peut sembler presque anecdotique. Un projet d'agrandissement d'un terrain de golf. Mais pour les Mohawks de Kanesatake, ce n'est pas n'importe quel terrain. C'est une pinède sacrée où se trouve un cimetière ancestral. C'est tout ce qui leur reste d'un territoire dont ils ont été dépossédés petit à petit au fil des siècles. La confrontation qui va suivre entre les manifestants Mohawks et la police, puis l'armée, va paralyser toute une région et tenir le pays en haleine pendant 78 jours. 78 jours de tension extrême. La réponse du gouvernement est d'une ampleur inédite. Face à la détermination des manifestants, le Canada va déployer sa propre armée sur son sol. On ne parle pas de quelques dizaines d'agents, mais bien de 2500 soldats. Et très vite, la crise prend une tournure tragique. Lors d'un premier assaut de la police québécoise contre les barricades, des coups de feu éclatent. Un policier, le caporal Marcel May, est tué. La confrontation vient de faire un mort. Mais il faut bien comprendre que ce n'était pas juste une affaire de guérilla armée. Non, c'était la résistance de toute une communauté. Les femmes se sont mises en première ligne pour protéger la terre. Des barricades ont été érigées. En signe de solidarité, la communauté voisine de Kanawake a bloqué le pont Mercier, paralysant une partie de Montréal. Pendant 78 jours, tout le Canada a eu les yeux rivés sur Oka et a découvert la profondeur de ces enjeux de terre et de souveraineté qui n'avaient jamais été réglés. Alors aujourd'hui, quel est l'héritage de ces 30 années de lutte ? Quel sens donner à ce parcours qui mène des salles de conférences feutrées d'Ottawa jusqu'aux barricades de Kanesatake ? Au final, ça nous laisse avec une question fondamentale et un peu dérangeante. Est-ce que tout cet investissement dans le processus politique et constitutionnel en valait la peine ? Est-ce que les gains obtenus, comme l'article 35, étaient des victoires stratégiques nécessaires ? Ou est-ce que c'était, au fond, un détour frustrant, une perte de temps qui a rendu l'explosion de colère d'Ofka inévitable ? C'est une question qui reste ouverte et qui continue de peser sur les relations encore aujourd'hui.